Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Notre invité et du jour m'a été présenté par Jérôme Guéguen. Alors Jérôme, si tu nous écoutes, et de toute façon tu es obligé de nous écouter, on te fait un gros bisou. J'espère que tu feras tourner à toute la Kebab League. Si vous vous demandez d'ailleurs, chères auditrices, chers auditeurs, ce qu'est la Kebab League, eh ben, je vous renvoie sur mon podcast Road to Hautilleux où j'ai eu la chance d'interviewer Jérôme Guéguen et Arnaud Delustrac qui sont aujourd'hui, ça y est, on peut le dire, champion du monde de swimrun. On s'est croisés à Hautilleux. On a eu la chance, nous, Fergus et moi, en arrivant dernier, d'être félicités par les premiers, donc par Jérôme et Arnaud. Ça, c'était juste pour la petite parenthèse. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler swimrun, on va juste parler swim avec Sarah Malège. Salut Sarah. Salut Armano. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va. Écoute, tu as raté ton entrée, hein, parce que normalement, on avait dit en off que tu faisais service après-vente. Sarah, bonjour. Bon, pour ceux qui nous écoutent, c'est parce que j'ai un casque typique d'un SAV, donc d'où la blague, service après-vente, Sarah, bonjour. Mais donc, ouais, écoute, super content de t'avoir aujourd'hui. On a mis un petit peu de temps pour caler tout ça depuis que Jérôme nous a mis en contact, mais entre nos agendas de ministres, ton défi dont on va parler, moi, l'Autilo de mon côté, etc., etc. Mais voilà, ça y est, c'est fait. On est le 1er octobre et on enregistre enfin cet épisode. Exactement, on a mis un peu de temps, mais merci encore pour l'invitation. Merci à Jérôme qui nous a mis en contact et très heureuse d'échanger avec toi et de participer à ce podcast Devenir triathlète. Écoute, j'ai aucun doute sur le fait que ça va super bien se passer, que ça va être un super bon moment. Jérôme m'a dit, tu devrais la contacter, elle est top, tu vas voir. Bah, écoute, les quelques échanges qu'on a eus, je valide. Mais ce que je te propose, comme je fais avec tous mes invités, bah, c'est peut-être déjà de te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Sarah Malège? Alors, Sarah, c'est une jeune fille de 32 ans. D'un point de vue pro, donc je suis juriste de formation, juriste en droit pharmaceutique et médical. Je travaille pour le site d'Aix-Marseille parce que j'habite à Marseille et je travaille principalement en protection des données de la recherche clinique. Un domaine assez particulier qui a pas grand-chose à voir avec mes passions autour du sport, mais qui sont tout autant enrichissantes. Et du coup, je suis une passionnée de sport, de découverte de sport et principalement de sport outdoor, je dirais. J'aime être dehors, j'aime être dans la nature. Et depuis mon plus jeune âge, parce que donc, j'ai beau habiter à Marseille, j'ai grandi en fait en station de ski en Savoie. Toujours habituée finalement à être dehors, à faire beaucoup d'activités en extérieur, à être au contact de la nature. Et aujourd'hui, ça se ressent dans ma pratique sportive puisque du coup, je pratique l'eau libre. L'eau libre, des distances assez longues maintenant. Et je cours aussi un petit peu. Je fais du vélo, je fais un peu de triathlon. Et on en parlera du coup avec des projets en triathlon par la suite. Voilà un petit peu. Bon, un petit. Je t'entends très mal, Hermano, ça coupe. Je t'entends plus. Je ne sais pas si tu m'entends, mais tu es complètement figé et je ne t'entends plus. Ah, c'est les joies de l'enregistrement. L'avantage, c'est qu'on pourra couper au montage, contrairement au direct. Ta. Je ne sais pas trop comment faire. Est-ce que je peux t'envoyer un message? Comment je peux procéder? Tac. Allô. Tu m'entends ou pas? Je t'ai retrouvé. Oui. Bon, écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé. Petit T'es plantage de mon perdu. côté. C'est pas grave, ça arrive.
Ouais, ça arrive. Je vais pouvoir m'amuser à faire du montage, pas que de l'audio, mais de la vidéo aussi. Mais c'est pas Ouais, grave, c'est une partie du jeu. je suis désolée. T'inquiète, t'inquiète. Donc, j'ai pas entendu la moitié de ce que tu as dit, mais c'est pas grave. Je comprends que tu es une passionnée de sport outdoor, que tu en fais depuis que tu es toute petite, que tu as grandi en Savoie. Du coup, ça me fait rebondir un peu sur mais tu fais des infidélités à ta montagne? Tu te retrouves sur la Côte d'Azur? Oui, en fait, je suis partie pour faire mes études à Aix-en-Provence, mes études de droit, et je suis tombée amoureuse de la région. Et ensuite, en découvrant Marseille, les Calanques, en vivant au bord de mer, euh, j'avoue que je m'y suis bien plu. Et donc, j'ai décidé de rester. Mais je remonte quand même dans ma station. Je remonte de temps en temps en Savoie. Euh, mais c'est vrai que la qualité de vie qu'on a ici à Marseille, elle est quand même à un niveau supérieur, je pense. Pour avoir aussi fait un petit passage à Paris, on est plutôt bien à Marseille. Ouais, bah écoute, c'est pas moi qui te dirais le contraire. J'ai quitté le Luxembourg pour arriver sur, non pas le sud-est, mais le sud-ouest. Bon, le climat est un peu plus sympa. Après, sur le reste, ça se discute, mais on en reparlera. Ça marche. Pour revenir à toi, par quel sport tu commences? J'imagine que tu commences par les sports d'hiver, en habitant en Savoie, à la montagne. Oui, ouais, donc foncièrement, oui, on commence tous par les sports d'hiver. J'ai envie de dire souvent, en fait, on est mis sur les skis dès lors qu'on sait marcher. Donc, oui, tout de suite du ski, un peu de snow. Moi, j'ai fait aussi un peu de patinage artistique. Et puis, en fait, je viens d'une famille où mes parents nous ont toujours, avec mes sœurs, j'ai 3 petites sœurs, mes parents nous ont toujours initiés à la pratique sportive et à la découverte de différents sports. Donc, bien qu'on habitait en station, on a été initiés à une multitude de sports. J'ai fait du judo, j'ai fait du basket, j'ai fait également du tir à l'arc, du tennis, de l'escalade. Ça a un peu moins bien marché. Et en fait, il s'est avéré que vers le collège, j'avais très envie de nager. Donc très étrange en habitant au ski. Le Pourquoi ski, pas, hein. j'adorais ça pour le plaisir, mais j'étais pas très douée. J'étais pas très douée au slalom, au géant. Et j'ai toujours eu un peu au fond de moi, tu vois, un esprit un peu compétiteur, compétitrice. Et donc je me suis dit, bah la natation, ça m'a toujours botté. J'adore nager. Mon papa est un ancien nageur. Euh, et poloiste. Donc, il nous a très rapidement, avec mes sœurs, jetés à l'eau. Et c'est vrai que c'est un élément où je me suis toujours sentie bien. L'été, dans ma station à Courchevel, je passais mes journées entières à la piscine, à nager. J'adorais ça. Et donc, il s'avère qu'arrivé au collège, je demande à m'inscrire en club de natation. Donc, habitant en station, nous, là où c'est le plus proche en vallée, c'est au niveau d'Albertville. Albertville, et donc je m'inscris en club de natation, et il s'avère que je me débrouille pas trop mal, que je suis, comment dire, un poisson dans l'eau. Et donc au début, j'y vais 1 ou 2 fois par semaine, et en fait, à force, je vois que je progresse, je commence à bien aimer les compétitions. Donc je m'entraîne 3, 4 fois par semaine. Mes parents extraordinaires font les trajets pour m'emmener, parce que c'est quand même 45 minutes de route, aller plus retour. Ouais, non, faut imaginer. Sachant que j'ai 3 autres sœurs qui font elles aussi des sports. Donc c'était vraiment une implication incroyable. Je les remercie encore de nous avoir permis de nous exprimer sportivement chacune. Et donc ouais, je prends goût à la natation, et j'ai des pas trop mauvais résultats. J'ai un petit niveau national, euh, donc Maintenant, le N2. petit niveau national, Bah, parce on est beaucoup à en rêver, en fait, tu sais, d'un petit niveau comme ça. Bah, après, je suis allée en national que sur le 50 dos, donc j'estime que c'est vraiment un petit niveau, quoi. Il y a que sur du sprint en dos où j'étais pas trop mauvaise, quoi. Et donc voilà. Et en fait, il arrive un moment où faut faire des choix, parce que soit très clairement il faut s'entraîner plus à un moment, parce que s'entraîner 3, 4 fois par semaine, bien que pendant les vacances on soit souvent en stage, ça suffit pas en fait pour progresser. Donc l'idée, c'est est-ce que je passe en pôle espoir ou pôle France. Et là, c'est pas la même, parce que du coup il faut que j'aille que je déménage, que j'aille à l'internat, il faut que j'aille potentiellement donc à Chambéry ou à Lyon, donc encore plus loin de chez mes parents.
Et il s'avère que finalement, je saute pas le pas. Je décide que je veux pas y aller. Et pendant mes années de lycée, j'arrête totalement la natation. Donc ouais, c'était en première. J'arrête totalement la natation. Je me consacre au ski pour le loisir. Je prends du temps avec mes amis. Je sors beaucoup. Habitant dans une station de ski où on fait pas mal la fête, voilà, j'en profite. Je vais boire Tu levais le des... coude, mais c'était pas pour la technique de nage, c'était plus pour Non, la technique de oui, oui, gosier. voilà, c'est ça, exactement. Et puis voilà, je fais ma petite vie, on va dire, d'adolescente, tu vois. Donc voilà, je découvre ces plaisirs de 16, 17 jusqu'à 19 ans. Et je renage pas du tout. J'ai plus envie de nager. Donc voilà, les années passent et ensuite, je viens à Aix-en-Provence faire mes études de droit. Et là, je décide de me réinscrire à titre de loisir en club de natation. Puis j'y reprends pas forcément goût. Compter les carreaux, ça me revient pas. Le chlore, les carreaux, j'en ai marre. Donc j'en fais un peu pour m'aérer, pour refaire du sport, mais sans plus. Et à côté de ça, je recommence à faire d'autres activités. Je m'inscris à la salle de sport, je me mets un peu à courir. Euh, et c'est en fait par le biais de mon ex-beau-père de l'époque qui me dit, mais écoute, moi, Sarah, avec un groupe de copains, on fait de la nage en eau libre, on nage en mer. Je fais, ah ouais, et tout. Écoute, je ne connaissais pas, je savais pas qu'il y avait des compétitions, des courses, et qu'on nageait en mer. Et du coup, j'ai dit, bah ouais, je vais venir une fois avec vous. Et je me souviendrai toujours parce que la première fois, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? C'est-à-dire que nager en piscine, quand vous êtes nageur de bassin et que vous arrivez en milieu naturel, c'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à L'orientation, voir. j'étais perdue au niveau de l'orientation. J'arrivais pas à caler ma technique de nage. Je savais pas qu'il fallait lever la tête, donc j'étais désorientée totalement. Gérer aussi ce qui se passe dans l'eau, la température de l'eau. Commencer aussi au début, donc j'étais en maillot, mais ensuite passer à mettre la combi. Donc pour un nageur, les nageurs me contrediront pas, mais c'est pas forcément des plus agréables. On ressent pas des très bonnes sensations. Enfin, vraiment, je me suis dit, ah non, mais je suis nulle en fait. Non, pas du tout. Je vais pas aimer ce sport. Et en fait, je m'accroche un petit peu, je m'accroche et je me rends compte que en fait, c'est plutôt agréable quoi. C'est plutôt agréable de nager avec les poissons. C'est plutôt agréable de nager dans le cadre dans lequel je suis à Marseille, donc les week-ends quand je viens chez mes beaux-parents de l'époque, dans les calanques. Il y a pire quoi. Je me rends compte que c'est vraiment un environnement qui m'apaise, qui me fait du bien. Et j'ai cette envie de me challenger, de m'améliorer. Donc aussi, je me dis, ben, en fait, ouais, je vais m'y tenir. Et puis, il s'avère qu'au fur et à mesure, je me suis sentie de mieux en mieux. J'ai appris à gérer ma technique de nage, à m'orienter. J'ai commencé petit à petit, du coup, aussi à m'inscrire à des courses parce que la compétitrice qui est en moi était toujours là, en sommeil, mais a été réactivée. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire donc, des courses dans le coin. J'ai commencé avec 2,5 km. Puis ensuite, la classique à Marseille du défi Monte Cristo, 5 km. Donc, pas mal de 5 km. Et à côté de ça, je courais aussi, je me suis mis beaucoup à courir aussi. Donc, j'ai commencé à faire mon premier 10K, semi, marathon, etc. Et à côté de ça, ouais, je nageais. Jusqu'à quasiment nager tous les jours à partir du moment où j'habitais sur Marseille. Et premier challenge que je me suis lancé un peu plus loin, c'était d'abord de commencer à nager sans combinaison. J'en avais marre de mettre la combi, c'était trop pénible, ça m'embêtait. Et, Ça va, euh, à Marseille, hein, c'est pas comme Steve Le Fogg qui nage, qui traverse la Manche sans combi, quoi. et faut pas croire, l'hiver, on peut avoir des 11-12 degrés quand même. Hein. Oh Donc, là 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 là, c'est bah, non, froid. mais 12 degrés pendant 1 heure, je te défie, Ah, Armano, d'y aller. je taquine, je suis normand, c'est pour ça. Moi, tu vois, j'ai connu la mer à Dieppe, donc forcément, 10, 11, c'est pas en hiver, c'est tout le temps. Tout le temps.
Oui, bon, bah, du coup, pour moi, c'était vraiment un vrai challenge de nager toute l'année en maillot parce que c'était pas juste se mettre à l'eau et faire 10 minutes, quoi. C'était de pouvoir nager 1000, 2000, peut-être un jour 3000 à ces températures. Et puis Et en sans fait, déconner, en plus, dans les calanques, en fait, l'eau est plus froide oui, que oui, elle quand est on plus va froide. Oui, oui. à la plage, Après, voire tu plus. vois, au quotidien, j'allais pas tous les jours je vais pas tous les jours dans les calanques nager, hein, mais donc je suis plus en ville, directement à la plage des Catalans ou des Prophètes qui sont pas très loin de chez moi. Mais en effet, par contre, quand je vais nager dans les calanques ou même quand tu vas à Cassis, l'eau est plus froide. Mais on n'est pas sur des 6-8 degrés. Non, 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 ça c'est sûr que non. Et donc voilà, donc je me mets à nager en maillot et donc maintenant je commence Ça, c'était je te coupe un peu, mais oui, pour avoir un peu, pour situer. ouais, pour situer, c'était à quelle époque? C'était quelle année? C'était, je pense, je dirais dans 2016, ouais, 2015-2016 à peu près. Ouais, Il y donc a une t'étais dizaine toute jeune. d'années quand même. Ouais, j'avais 22-23 ans, ouais. Ouais, ouais. Ok. Voilà. Et du coup, ça m'a pris plusieurs années hein, à m'acclimater au froid. C'est un vrai travail. Je me suis fait des petites frayeurs. Mais maintenant, je commence à bien connaître mon corps et du coup, je prends vraiment beaucoup de plaisir, tu vois, à nager je dirais pas en eau froide, parce que c'est pas de l'eau froide, mais à nager sans combinaison, dans toutes conditions en mer. Parce que voilà, Mm. aussi, maintenant, j'adore nager, peu importe les conditions météo. Tu vois, il peut y avoir Mistral, j'ai aucun souci à aller nager avec des vagues de 2 mètres, j'adore. Donc, c'est vraiment, c'est mon exutoire, si tu veux. J'ai vraiment trouvé dans la nage en eau libre et surtout en mer, une manière de me sentir bien, de me sentir apaisée et de pouvoir m'exprimer pleinement. En plus, donc du coup, de la course à pied et du vélo qui viendra ensuite. Alors, attends, on va Voilà peut-être un petit peu. faire une petite pause. Là, reste là-dessus, garde-le en tête. Ouais, Mais comme tu parles de nage en eau mer, ouais, en eau libre, en eau mer, ouais. Donc en eau libre, et surtout en mer, oui. par toutes les conditions. On peut faire un petit point sur les règles de sécurité, enfin en tout cas les recommandations de sécurité à avoir. Est-ce que tu nages seul? Si tu nages seul, tu nages dans quelles conditions? Avec quel matériel? Enfin voilà, tant qu'on y est, c'est le moment d'en parler. Ouais, totalement, parce qu'en effet, ça se fait pas comme ça. Faut être prudent. Donc, moi, je nage souvent seule, mais parce que maintenant j'ai quand même l'expérience. Mais au début, je nageais toujours en groupe. Donc, au moins, enfin, être au moins 2 personnes, c'est toujours mieux. Si vous nagez seul, toujours avoir une bouée. La bouée, ça sert en principe à être vu, notamment des bateaux. Mais je dirais principalement, ça permet, si vous avez un coup de mou, de vous sécuriser, voilà, de pas paniquer. On s'accroche à la bouée, on se met sur le dos, ça va bien se passer. Ça permet aussi de mettre un petit peu d'eau s'il y a besoin, on ne sait jamais. Et Ouais, toujours mer, avertir. là, sur la Méditerranée, on la boit pas. Dans la Baltique, oui, mais en Méditerranée, on la boit pas. Non, on Ça permet, évite. ça permet aussi dans la bouée, donc de mettre un peu d'eau, de mettre Oui, éventuellement un ravito, une barre. exactement. Oui, s'il y a besoin. Puis si on Mm. a vraiment besoin d'être rassuré, de glisser un téléphone portable, comme Oui, ça on peut toujours soit contacter, soit être visible, on enclenche la localisation et puis si nos proches totalement. quand on va nager, Exactement. on est là. Et toujours, toujours avertir. Moi, je sais que quand je nage seule, surtout au début, j'avais avertir toujours quelqu'un que vous allez nager. Ok, je vais à telle plage, je pars à telle heure, je compte nager de telle heure à telle heure. En sortant de l'eau, toujours un message à cette personne, votre conjoint, un ami ou quoi. Ça permet de sécuriser. Moi, je sais que mes amis, quand elles me voient partir, je leur dis j'en ai pour 1 heure. Bah, en fait, je dis que j'en ai pour 1 heure. Et si je compte nager plus, bah non, en fait, je leur ai dit 1 heure, donc je rentre, je fais demi-tour parce que sinon, ça peut inquiéter les personnes derrière. Donc, toujours aussi avertir quelqu'un, je dirais, et prévoir, notamment si vous nagez, si vous êtes frileux hein, ou si vous nagez longtemps, parce que mine de rien, Armano, c'est que même l'eau à 20-22 degrés, si vous restez longtemps, vous pouvez avoir froid en sortant. Ouais, c'est Moi, je clair. pense, Entre ouais, la consommation d'énergie, oui, entre le fait qu'on s'acclimate un petit peu à la température et que du coup, on consomme, mm, enfin, on nage et mine de rien, la natation, c'est l'un des sports qui consomme le plus d'énergie. Et donc, mm, oui, on peut avoir froid. Enfin, on n'est pas à l'abri. On nage en pleine mer, au soleil, et puis d'un seul coup, il y a un nuage, ou alors on passe derrière une ombre, et là, il commence à faire frais. Alors, ça peut être que 0,5 degrés, mais en fait, quand on est baigné dans l'eau depuis 1 heure, 0,5 mm, degrés, c'est énorme, quoi. complètement, complètement. Et le froid, je dirais même que, tu vois, quand tu le sens arriver dans l'eau, c'est qu'il est un peu même déjà trop tard.
Tu vois, Ouais. quand tu commences plus à sentir tes mains, tes pieds, ta mâchoire est coincée, c'est qu'il va falloir se réchauffer derrière vraiment pendant quelques longues minutes. Et donc, autre conseil, moi j'ai la chance maintenant au quotidien de nager au cercle des nageurs. Donc en fait, moi je sors de l'eau, j'ai des vestiaires, je suis au chaud, j'ai le sauna, etc. Mais quand j'ai commencé, j'étais sur la plage et toujours couverture de survie. Moi, je prenais au cas où. Et elle m'a déjà servi. Donc couverture de survie, des affaires chaudes, même si c'est comme maintenant en octobre, des affaires chaudes, donc pull, bonnet, pour se réchauffer très rapidement. Une boisson chaude aussi, c'est comme ça qu'on se réchauffe le plus vite. Donc du bouillon ou un thé ou du café. Et rester en mouvement. Ça, c'est avec un copain du triathlon qui m'a appris ça, c'est de bouger en fait lorsqu'on sort de l'eau. Donc, on se mettait à faire avec Fabien, si tu passes par là, je te fais un bisou. On faisait des squats, la chaise, du gainage, parce qu'en fait, ça permet de garder l'afflux au niveau sanguin, de faire marcher les muscles et vous réchauffez en fait comme ça. Donc, n'hésitez pas juste après, vous essuyez, vous vous changez et vous bougez un peu. Voilà. Et là, normalement, ça devrait aller. Bon, merci pour ce petit encart, non pas publicitaire, mais sécuritaire. Oui, Je pense que c'est le moment adéquat pour en parler s'il y en a qui oui. veulent se mettre à la nage en eau libre, que ce soit en mer ou en lac ou Mm, en rivière. Hein. mm, Moi, je me suis vu faire des séances avec des copains au Luxembourg le 1er janvier dans une eau à 0 degré. Alors déjà, tu ne vas jamais tout seul. Tu prends effectivement la bouée, tu prends la combi si tu veux nager en combi ou le maillot si tu veux y aller en maillot, mais tout ce que tu as donné comme tuyau, que ce soit dans l'eau froide ou même dans l'eau de mer chaude en plein été. Prenez mm. toujours quelque chose à manger, à boire, de quoi vous changer, de quoi vous réchauffer, parce qu'une fois qu'on a froid, bah, c'est trop tard. C'est comme la soif. Quand on est en train de courir ou sur le vélo, quand la soif arrive, c'est qu'il est trop tard. Exactement. Et vraiment, comme dans tous les sports un peu d'endurance, y aller vraiment progressivement. En fait, vous dites pas direct, je veux faire 30 minutes, 40 minutes dans de l'eau à 15 degrés. Non, on y va. Moi, j'ai commencé avec des 5 minutes. Mm. C'est ridicule, hein, mais c'est un peu comme quand on commence la course à pied et qu'on te dit, ah, t'alternes marche-course ou tu cours que 5 kilomètres. Non, mais c'est frustrant, je comprends. Mais c'est comme ça qu'on acclimate le corps. Il vaut mieux y aller un peu tous les jours ou tous les 2 jours. On fait 5, 10, 15 minutes. Et ensuite, on pourrait aller plus loin. Et même moi, alors que maintenant, je pense que je me débrouille pas mal, tu vois, dans ces conditions, à chaque fois, l'hiver, je refais une phase d'acclimatation. Là, je vais pas recommencer. Si l'eau, elle tombe à 11, je vais pas faire 1 heure à 11 degrés. Tu vois, c'est important. Surtout qu'on n'est pas on est entre guillemets dans un milieu hostile. En Mm, course à pied, on part pour courir 1 heure, même la première fois. Finalement, au bout de 45 minutes, on est mort. Ben, on se met sur le bord ouais. de la route où on rentre à pied. Quoi. Dans l'eau, quand tu es mort, que tu peux plus nager, tu es mort littéralement. C'est pas juste une Mm, image. complètement. Hein, c'est sûr. Ça, faut faire attention. Très, très Bon, attention. merci pour pour cette petite parenthèse. Donc, tu disais 2016, tu découvres tout ça, tu te mets à nager de Ouais. plus en plus sans la combinaison et donc de plus en plus en maillot, quelles que soient les conditions. Et ensuite, Et ensuite, je mets un peu l'eau libre de côté. Je me concentre plus sur la course à pied, sur le vélo. Je me mets aussi au vélo. Du coup, je me dis, je nage, je cours. Ça serait bête de ne pas passer au triathlon. c'est ça. Donc, je me mets petit à petit à faire du vélo et je mets un peu ouais, la natation de côté jusqu'à justement pouvoir m'inscrire et intégrer le cercle des nageurs où en fait on a un environnement, un cadre qui nous permet vraiment de nous entraîner qui est idéal parce qu'il faut savoir qu'avant ça, voilà, les piscines publiques à Marseille, c'est pas forcément facile au niveau des horaires. C'est assez compliqué. En club, je m'y retrouvais pas forcément au sens où on faisait des entraînements pour de la compétition en bassin. Et moi, je voulais faire de l'eau libre et du long, donc ça me correspondait pas réellement. Et donc, je saute le pas après le Covid de m'inscrire au cercle. Et On fait une petite parenthèse, mais oui, le on va dire ce cercle que n'est c'est. pas ouvert à tout le monde. Comment on fait pour Non, rentrer au cercle des nageurs de Marseille, qui est quand même un des clubs les plus réputés de France, si ce n'est d'Europe, ou un peu plus loin, non? ouais, il est reconnu en tout cas. Il est très très reconnu pour les élites en natation et pour les poloistes au niveau national comme européen et international d'ailleurs.
Mais oui, il faut être parrainé par des membres déjà du cercle. Et ensuite, c'est une cotisation, donc des droits d'entrée plus une cotisation qui est assez, c'est un coût, c'est assez onéreux. Donc, en effet, c'est pas accessible à tous. Mais moi, j'y ai longtemps réfléchi et vu le nombre de fois où je vais nager et où je savais que ça allait être rentabilisé. Très clairement, pour te dire, j'y vais tous les jours, quoi. Il n'y a pas un jour. Je pense que je nage 6 jours sur 7, quasiment. Donc, l'abonnement a été largement rentabilisé. Puis c'est aussi un lieu de vie, donc Oui, ça permet aussi. c'est pas que une Non, piscine, que un il y a club la salle de d'entraînement. sport. C'est un lieu où moi typiquement où je pouvais un peu télétravailler. C'est un lieu de vie vraiment où on rencontre des personnes. On se pose aussi l'été pour bouquiner et prendre le soleil. Donc ouais, c'est un bel endroit, mais qui vraiment était dans mon idée était destiné à ma pratique du sport, quoi. Je Et, crois que euh, et donc on est venu fêter notre anniversaire de mariage avec mon épouse à Marseille. On a ouais. un peu galéré. Si j'avais su, je t'aurais appelé. Bon, on se connaissait pas encore à l'époque. Mais je t'aurais appelé, tu m'aurais fait rentrer au CNM. Bah, même du coup Jérôme, on se connaît aussi en partie parce que on nage tous les deux là-bas. Ouais, Donc c'est aussi pour ça. Mais oui, bah la prochaine fois, quand tu redescends, avec plaisir, on organisera ça pour que tu découvres le lieu avec grand grand plaisir. ça marche. Bon, je te laisse continuer. Donc, du coup, Ouais, pas de tu souci. intègres le cercle. Et donc, à partir du moment là où j'intègre le sec, je me remets à nager un peu plus. Donc, je continue à courir, à faire du vélo, mais je me remets réellement à nager quasiment tous les jours. Il faut bien rentabiliser le coup. Et je me souviens, je crois que c'était il y a 2 ou 3 ans. Je me dis, il me faut un défi. Il me faut un défi, il me faut un challenge. J'aime bien les challenges, j'aime bien me challenger, aller hors de ma zone de confort. Et je me dis, bah, en fait, en eau libre, c'est bon, les 5K, j'en ai vu, j'en ai bouffé. Euh, je pense que j'arrivais au bout, tu vois, de ce que je pouvais faire au sens performance, vitesse, en tout cas avec les moyens que j'y mettais. Et je me suis dit, mais en fait, j'aimerais aller plus loin, j'aimerais aller sur des plus grandes distances. Je voyais, tu vois, que tu avais l'eau libre qui se développait avec le 10K, le 25K, Axel Raymond, tout ça. Et je me dis, waouh, j'aimerais trop essayer de faire un 10K. Je sais pas si j'en suis capable, quoi. Et du coup, je fais mon premier 10K via le MC Swim Challenge. Donc, c'était il y a 5 ans. Ouais, c'était il y a 5 ans à peu près, 2019-2020. Euh, Expérience incroyable. Donc, c'est une course normalement qui relie donc Marseille à Cassis. Et il y a un format 10 km ou 18 km et dont les fonds sont reversés à une association de lutte contre le cancer pour les enfants. Très belle cause, très beau projet marseillais, initié à Marseille par un papa marseillais dont sa fille est malade. Et bon, la course est incroyable, non pas par le parcours, puisque, comme tu l'as dit, milieu hostile qu'est la mer égale conditions qui peuvent être parfois compliquées et donc souvent nécessiter soit d'annuler les cours, soit de revoir le parcours. Et donc, en fait, on a fini par devoir faire des boucles dans la baie de Cassis, donc beaucoup moins fun que de partir de Marseille et d'arriver à Cassis, tu vois. Mais bon, mais le 10K a été fait, j'ai fait mes boucles et super expérience. Et j'ai dit, mais en fait, j'étais trop bien, quoi. J'avais le même rythme finalement que sur un 5K. Donc, comme me dirait un copain, j'ai qu'une seule vitesse en natation, tu vois. Je n'aurais pas. Mais je me suis éclatée, j'ai passé un super bon moment et je me suis dit, ok, c'est le premier, mais ça sera sûrement pas le dernier, quoi. Et ça se tourne en combien? Et Ton 10K, tu le tournes en combien? Pour ceux qui veulent se oh, comparer un peu, se faire une idée. ouah, je me souviens plus. Je peux vraiment pas te dire en combien je l'ai tourné. Parce que je me souviens plus. J'ai aucune idée. Je pense que j'étais en 1,55, 2 minutes au 100 à peu près. C'est pas très rapide, hein. Je suis pas en 1,10 comme les pros. Mais je me débrouille, quoi. Je me souviens, je crois que j'avais fait cinquième à la course. 4 ou 5 j'avais fait. Donc c'est pas trop mauvais, mais c'est pas transcendant, quoi. Et je te retrouverai le temps. Je sais plus exactement combien j'avais mis d'heures. Et ensuite, je me dis, bon, bah, ok, trop bien, 10K. Et je fais, mais j'ai envie d'aller plus loin. J'ai encore envie d'aller plus loin.
Et donc, il y a 3 ans, je cherche parce qu'aussi, c'est pas forcément facile de trouver des courses d'eau libre longue distance hors circuit championnat de France. Donc, championnat de France, il faut être qualifié et j'avais pas les temps nécessaires. Et je trouve une course, la Salamandre, ça s'appelait, un 23 km dans les pays de dans la Loire, vers les châteaux de la Loire. Dans un petit village dont je saurais même plus te dire le nom, tellement qu'il n'est pas connu. Et je m'inscris à ce 23 km. C'était il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Et là, gros challenge parce que 10K, ok. Là, je passe plus du double, quoi. Et du coup, je fais une prépa. Je fais une prépa avec une coach que je contacte à l'époque et qui est devenue par la suite mon amie, Anouche Cadreux. On n'est pas. Bah, voilà, tu l'as Ouais. fait. Vas-y, redis-le. Donc Anouche Cadreux qui fait de la swimrun, donc que tu dois connaître sûrement. Donc je la contacte via les réseaux sociaux parce qu'on se suivait un peu avec les Strava, etc. Et je vois qu'elle est prof de natation et qu'elle coach. Et donc je me dis, cette prépa, je peux pas la faire toute seule. Je me sens pas les compétences et j'avais besoin de déléguer ça. Et donc elle est d'accord de m'accompagner là-dedans. Et ensuite, au final, on se lie d'amitié et il s'avère que cette prépa se passe assez bien. Mais après coup, je me rends compte qu'elle était assez courte. Je me suis préparée pour le 23 km en 6 semaines. Ouais. Bon, après, pour les auditeurs, pour tout le monde qui nous écoute, il faut savoir qu'à l'année, je nage quotidiennement. Hein. C'est pas, je nage plus du tout et d'un coup, je me dis, je fais 6 semaines en bornant 20 bornes semaine. Pas du tout. Hein. J'avais une moyenne entre, je dirais, 6 et 10 km semaine. Tu vois, ça, c'est ma moyenne à peu près. C'est pas énorme finalement parce que non. tu prends des triathlètes ou même certains nageurs, mais en particulier les triathlètes qui sont quand même assez bornés et qui passent par la case borne. Moi, je me souviens quand je préparais l'Ironman, je nageais 3 fois par semaine et je faisais des séances de 5 à 6. Quoi. Donc, on faisait des 15 bornes juste en 3 séances. Si toi, tu nages tous les jours, finalement, 6 bornes par semaine, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Non, parce que tu vois, dans le quotidien, si je suis pas en prépa spécifique, c'est plus je vais nager parce que ça me fait du bien. Mais je vais pas forcément me mettre des séances, tu vois, de 4 km, 5 km. Là, par exemple, je vais sûrement y aller à midi. Je vais aller nager en mer. Si j'ai envie de faire que 1000 mètres, je vais faire que 1000 mètres, tu vois. Mais par contre, je vais y aller quasi tous les jours parce que j'en ai besoin. Et par contre, quand je suis en prépa, là, j'ai des entraînements structurés. Et donc là, ça borne aussi en piscine, etc. Pour vraiment préparer la course. Et donc, c'est ce qui se fait pour le 23 km qui se passe bien. Qui se passe bien parce que je réussis cette course, j'ai réussi à la finir. Pareil, j'ai une moyenne de 2 minutes au 100. Les temps, tu vois, je me souviens même pas tellement que pour moi, c'était l'objectif de finir. C'était même pas, peu importe le temps que je mettais, je voulais juste réussir à finir. C'était tellement incroyable pour moi de me dire, faire plus de 20 km dans l'eau sans s'arrêter en maillot. Parce que oui, à chaque fois, je l'ai fait en maillot, quoi. Et en fait, c'est une course qui est incroyable, mais qui est très dure. Très, très dure physiquement et mentalement. Au bout du 15e kilomètre, j'ai des douleurs dans le dos. J'ai des douleurs dans la mâchoire. On n'y pense pas, mais en fait, en tournant la tête tout le temps, c'est une horreur. Parce que qui ne visualisent pas ou qui n'ont pas eu l'expérience de nager beaucoup ou très régulièrement, en fait, à chaque fois qu'on respire, on déboîte un peu la mâchoire. Et au bout d'un moment, surtout quand on a tendance à respirer plutôt d'un côté que de l'autre, ça peut faire super mal. Surtout sur 10, 15, 20 bornes, ça va être quelque chose d'horrible. Moi, je m'en rendais pas compte, hein, tu vois, parce qu'à l'entraînement, on s'en rend pas compte. Et en fait, là, en compétition, mais de nager autant, ah ouais, j'ai compris. Surtout que, je sais pas toi, mais moi, j'ai une préférence pour un côté à chaque fois. C'est-à-dire, je respire plus d'un côté que de l'autre, surtout quand en eau libre. Alors, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi, je nage pas les mêmes temps qu'en bassin. En bassin, je nage en 3 ou 4 temps, et en eau libre, je nage en 2 temps. Ok. Tu vois, je peux pas nager en 3 temps ou en 4 temps en eau libre, c'est impossible. Donc, souvent, je privilégie de respirer à gauche, par exemple. J'essaye de respirer à droite, mais je respire beaucoup plus à gauche. Donc, du coup, mâchoire bloquée, tout le côté gauche irradié. Ça sort de là, avec l'hémiplégie. C'est ça.
C'est ça, c'est ça. Donc, ouais, vraiment une douleur physique. Quand j'ai fait mon premier marathon, je me suis dit, OK, c'est la plus grosse douleur que j'ai jamais eue physiquement. Et ensuite, j'ai fait, ah non, mais en fait, la douleur du mur du 30e, mais c'est rien du tout à côté de la douleur que j'ai eue à partir du 15e sur mon 23 bornes en eau libre, quoi. J'ai jamais eu aussi mal de toute ma vie. Vraiment, je peux même pas te décrire la douleur tellement que c'était horrible. C'était horrible. Et je pense que c'était aussi dû au fait que je ne m'étais pas assez préparée. Il aurait fallu plus de semaines, plus de renfo aussi, tu vois. Parce que, mine de rien, je l'ai bien senti dans mon dos. Le renfo était vraiment important et je pense que je l'ai négligé à ce moment-là, bien que j'en fais, c'est inclus dans ma routine. Mais là, j'en faisais moins et je l'ai senti. Mais j'ai fini, sortie Comment de on l'eau finit, aussi. comment on Mmh? finit comme ça quand aux trois quarts, tu es en PLS? Comment tu fais pour finir? Bah, la tête, hein. Ça se passe là-dedans, hein. Tu repenses à tout ce que tu as mis en œuvre pendant toutes ces semaines, tous les sacrifices que tu as pu faire, tous les aménagements dans ton emploi du temps, tout ce que tu as mis de côté, le fait de moins voir tes amis, de faire de plus en plus attention à ton alimentation, tout ce que tu as mis en place en fait dans ton quotidien et tous les gens que ça a mobilisé. Moi, c'est aussi ça souvent, c'est que je me dis mais en fait, j'ai ma coach qui a cru en moi, qui s'est donné pour moi. Il y a des gens aussi, parce que rien que sur la course aussi, tu sais, en fait, tu as une aide, on te donne les ravitaillements à la perche. Et moi, je suis arrivée sur cette course solo. Je suis très meuf solo à partir faire des courses solo, tu vois. Et je savais pas qu'il fallait venir avec un staff. Donc en fait, moi j'avais prévu mes ravitaux, je connaissais pas du tout les règles de la FFN au niveau de l'eau libre. Et donc moi j'avais prévu de mettre mes ravitaux sur le ponton et de les choper, tu vois. Et on m'a dit non mais Sarah, c'est disqualificatif, tu ne peux pas toucher le ponton, c'est interdit. Tu peux pas faire ça. Je fais ah d'accord, ok, bon bah je sais pas comment je vais faire. Et au final, il y a un couple qui accompagnait leur fille qui m'ont fait tous mes ravitaillements, qui m'ont encouragée. Et tu vois, pour te dire, leur fille Clémence, elle était nageuse, elle est nageuse de haut niveau toujours. Et donc, elle a fini, elle m'a mis 1 heure et demie dans la face, tu vois. Et ils sont restés pour me faire les ravitaillements, pour m'encourager. Donc même ça, tu vois, en fait, toi, tu as envie de craquer, mais tu dis, mais attends, il y a des gens que je connaissais pas il y a 3 heures. Ils sont là à te donner la perche, à te donner les ravitaillements, à t'encourager. Mais tu peux pas abandonner. C'est pas possible, en fait. Pour tous ces gens autour de toi, tous les gens qui croient en toi, tout ce que tu as donné pour ta personne, tu es obligé de croire aussi en toi et de surpasser la douleur physique. Et du coup, on y arrive. Honnêtement, le cerveau est bien plus fort que le mental est bien au-dessus des capacités physiques. C'est c'est beau à entendre. Bon, moi, ça me fout des frissons, ça me rappelle aussi des choses, mais ouais, je suis tellement d'accord avec toi. À partir du moment où on arrive à débloquer la force mentale qu'on peut avoir, le corps y suit, quoi. Mais Et faut complètement. pas s'attendre au contraire. Faut pas s'attendre que ce soit le cerveau qui suive le corps. C'est le corps qui doit suivre le cerveau. Complètement. Complètement, complètement. Et c'est en repoussant, tu vois, je trouve nos limites, moi typiquement dans ce type d'effort-là, que j'arrive aussi à repousser mes limites mentales, tu Mm. vois. Quand j'ai fait mon premier 10 km, jamais j'aurais cru pouvoir physiquement tenir. Bah, je l'ai fait. Les 23, bah, pareil, en fait, je pensais pas y arriver. Et même le jour J, je me suis dit, waouh, est-ce que je vais pas abandonner? Bah non, en fait, j'ai réussi. Et ça te permet de voir qu'en fait, mais tu peux toujours aller plus loin. Après, bien sûr, à un moment donné, il faut être raisonnable et bien structurer les choses. Et tu vois, bah, pour parler sûrement de la suite et de ce que j'ai fait il y a quelques semaines et ce que j'aimerais faire par la suite au terme de mes challenges défis, c'est toujours d'aller plus loin dans la connaissance de mon corps et repousser les limites de mon corps, mais aussi de mon esprit, mais en prenant en compte finalement toutes mes expériences antérieures, tu vois. Je vais pas me lancer sur un défi de la même façon que si j'étais novice aujourd'hui. Donc, je vais structurer mes. Tu vois, je te disais, là, sur les 23, 6 semaines, c'était trop juste. Bon, bah là, tu vois, typiquement, pour le défi que j'ai fait en septembre, euh, je m'y suis pas pris de la même manière, tu vois. J'ai appris de mes erreurs. Et ça te permet d'aller toujours plus loin, Ouais. encore plus.
Et du coup, donc, sur ce 23, il y avait une question qui me brûlait les lèvres, mais finalement qui ne s'applique pas. C'est-à-dire que tu étais dans la Loire, donc tu n'étais pas en mer, donc il n'y avait pas cette histoire du sel. Il y avait d'autres inconvénients, j'imagine. Mais en tout cas, c'était 23 bornes en eau libre, douce. Oui, en eau douce. C'était pas dans la Loire, c'était dans un lac, mais oui, c'était de l'eau douce. Alors, t'as pas la contrainte du sel, mais pour le coup, t'as moins de portance. Mm. Ah oui. Donc, l'effort c'est dur quand même. Honnêtement, c'est pas les mêmes contraintes en fait dans les deux eaux. Mais faut avoir connaissance des contraintes de chacune, parce qu'honnêtement, moi, nager sans combi, du coup, avec moins de portance, musculairement, c'est plus difficile, tu vois. T'as Oui. les jambes, t'as beau. Moi, j'ai pas mal de glisse. J'ai pas énormément de force, mais j'ai pas mal de glisse. Ah bah, les 23 bornes, j'ai fini, j'étais à la verticale, quoi, tu vois. Et du coup, enfin, et après ce 23 bornes, mais tout de suite après, c'est-à-dire tu passes la ligne, tu l'as fini. J'imagine que tu remercies les parents de Camille, c'est ça? De Clémence. Clémence, Pardon. pardon. Ouais. Et après, il se passe quoi? Est-ce que tout de suite tu te dis, j'en ai chié, c'était dur, mais c'était bon, il faut que je recommence, ou il faut que je fasse plus, ou autrement, ou autre, ou t'as une phase de latence où tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait et plus jamais de ma vie? Alors, je t'avoue que ni l'un ni l'autre, parce que je suis un peu fast life, et en fait, j'avais prévu mon train, genre peut-être quand je suis sortie de l'eau, j'avais mon train 1 heure après pour repartir à Paris, et je bossais à Paris le lendemain. Donc, en fait, j'étais pas du tout sur mes sensations. J'étais juste, faut vite que je m'habille, que j'aille choper mon train, et on verra après. Et en fait, c'est plus le lendemain où je me suis rendu compte, où j'ai réalisé un peu ce que j'ai fait. Tu vois, je me suis dit, ouais, j'ai réussi, quoi. Je l'ai fait. Et non, j'avais pas cette sensation de plus jamais, malgré la douleur. Tu vois, parce que l'avantage, je pense, de la natation et de l'eau libre, et c'est ce que je dis souvent, c'est que sur le coup, tu peux avoir mal. Vraiment, physiquement, ça peut faire mal. Mais je trouve que tu récupères très vite. En fait, tu vois, j'ai pas eu de courbature derrière. J'avais mon bassin qui était, qu'il fallait remettre. J'avais ma mâchoire qui était bloquée. Mais le soir même et le lendemain, je pouvais courir, je peux marcher. Pas de courbature du tout, tu vois. Ouais. Ça change du marathon où quand c'est ton Ah premier ouais. marathon et que tu n'es pas prêt pour ça, au-delà du mur du 30, pendant 15 jours, tu marches pas, tu t'assieds pas, tu montes pas Voilà. les marches. Là, la natation, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Alors après, par contre, je dis pas que dès le lendemain, il faut repartir faire un footing de 15 bornes ou nager 5 km. Tu vois, le corps a quand même besoin de se reposer. Mais c'est beaucoup moins traumatisant musculairement, et pour les articulations aussi, hein. On a un sport porté, donc tu t'en remets physiquement beaucoup plus vite. Après, c'est peut-être plus le nerveux, tu vois, je te dirais, qui prend un coup. Parce que pareil, nager en eau libre, ça demande d'être très attentif tout le temps. Tu vois, tu peux pas vraiment. Et encore qu'en lac, moins qu'en mer. Mais tu lâches pas totalement le cerveau. Tu es toujours un peu alerte. Tu es obligé de t'orienter, de capter l'environnement. Donc, moi, je dirais que c'est surtout la fatigue nerveuse que j'ai ressentie après les 23 kilomètres, où ouais, fallait pas trop me parler. Fallait pas que j'ai des dossiers trop complexes au bureau, tu vois. Et à Voilà. partir de quel moment tu te relances dans quelque chose d'autre? Bah ensuite, je fais par cycle. Donc ensuite, je me souviens que j'ai laissé passer l'été, et que rapidement, je me suis relancée dans un cycle pour une prépa marathon, tu vois, en course à pied, quoi. En fait, j'alternais un peu par cycle. Je faisais, voilà, de la course à pied, donc semi-marathon, de l'eau libre en essayant d'avoir de plus en plus de longues distances. Et je continuais à faire du vélo, mais je m'étais pas encore inscrite, tu vois, à des triathlons, parce que j'étais pas forcément encore trop à l'aise sur le vélo. Et c'est que l'année dernière où j'ai fait mes premiers triathlons et où j'ai adoré. Euh, et en fait, ce qui se passe, donc c'est donc je renchaîne avec une prépa marathon donc je fais mon défi des 23 km. C'était en juillet, donc 2021, si je dis pas de bêtises. Mais c'était en juillet, et je sais qu'ensuite j'enchaîne pour une prépa marathon que je vais faire. Donc je faisais Séville en février du coup de l'année suivante. Donc tu vois, mine de rien, ça s'enchaîne quand même, parce que pareil, prépa marathon à pied, ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà, je sais que j'enchaînais comme ça. Qu'après Séville,
fait beaucoup de sport plaisir, donc pas mal de vélo et tout, et moins de compètes, des semis, ou des trails, des courses en eau libre, mais comme ça. Et ensuite, je repars sur une prépa l'année dernière, marathon, où je fais Valence, donc où je cours beaucoup. Je cours beaucoup, beaucoup l'année dernière. 2023-2024, je cours beaucoup. Et je me dis, bah là, ça fait 2 ans, donc cette année, je me dis, bah, ça fait 2 ans que j'ai fait les 23 kilomètres et qu'est-ce que je vais faire en eau libre? Il faut que je me lance un nouveau défi en eau libre, quoi. Et tu vois, je commence à regarder un peu les courses d'ultra, quoi, carrément. Je me dis, bah c'est bon, j'ai fait 23. Je pourrais refaire 23, 25, mais j'ai envie d'aller un peu plus loin dans la démarche et surtout, en commençant un peu à voir que j'apprécie les 3 sports du triathlon, euh, je me dis, vu que dans un coin de ma tête, en tant que nageuse d'eau libre, si un jour c'est possible, j'aimerais bien faire la Manche. Je me dis, mais en fait, quitte à faire, pourquoi pas faire l'enduroman, quoi? Pourquoi pas essayer donc de faire le triathlon qui rallie Londres à Paris? Et l'idée me trotte, et je me dis oui, bon, c'est bien, mais avant de faire ça, faut peut-être se donner les moyens et se prouver des choses, notamment en eau libre. Et du coup, je décide là, cet hiver, en décembre, je dis ok, c'est bon, j'ai décidé. Je sais pas pourquoi, hein, mais je dis je vais faire un 42 kilomètres. Ah non, avant ça, pardon, excuse-moi. Avant ça, je me dis que je vais faire la traversée du lac Léman, 70 kilomètres. Gros Ouais. défi. Gros défi. Et en fait, je regarde pour m'inscrire et je vois le prix de l'inscription. Et je me dis, bah non, en fait, je vais pas faire les 70 kilomètres. Vas-y, balance. Ça coûte combien? Ça coûte 7 ou 8 000 euros. Ouf. Voilà. Je sais que je regarde aussi d'autres trucs, d'autres courses un peu dans le même délire et où on est sur les mêmes prix, en fait. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher et puis j'ai pas l'argent et pas l'envie de mettre cet argent pour ça. Et en fait, je me dis, voilà, bah, non, mais c'est Sarah, t'habites à Marseille, t'as la mer à côté, pourquoi tu fais pas un truc toi, quoi? Du coup, je me dis, bon, bah, allez, pourquoi on ferait pas un 42 kilomètres symbolique, tu vois, le vrai marathon Marathon. finalement, quoi. Parce que le marathon en eau libre, nous, on dit que c'est le 10 kilomètres, si je dis pas de bêtises, mais parce on calcule en termes de temps, tu vois, l'équivalent. Donc le 10K en mer, le 10K en eau libre, c'est déjà du marathon normalement en termes d'effort. Mais moi, je me dis, mais non, mais je veux vraiment faire la distance marathon en eau libre, quoi. Et du coup, bah, l'idée vient et je me dis, bah, parfait. Je commence à me tracer mon petit parcours et tout. Le projet initial, donc, c'était de partir vers les îles du Frioul, de tirer vers le début des Calanques et de revenir par la côte. Donc, j'avais mon petit tracé. Je me rends compte d'un point de vue logistique, donc il faut que j'ai des bateaux, tu vois, parce que bah, je peux pas partir comme ça sans bateau. Donc, je commence à parler à des copains, etc., qui me disent, ouais, ok, on peut faire ça. Après, le projet, je me dis que ça serait bien pour me faire un petit peu connaître aussi et pour nager aussi pour une cause, pas nager que pour ma personne, de nager pour une asso. Donc, toutes ces choses viennent en tête, d'essayer voilà, de me faire un peu connaître sur les réseaux. Euh, et comme ça, derrière, bah, peut-être, je commencerai peut-être à avoir un peu de visibilité pour le projet, pour le gros projet derrière de l'enduroman, tu vois. Parce que pareil, l'enduroman, ça coûte très, très cher. Mais non. On en a reçu quelques-uns des enduroman et des enduroman femmes, Marine Leleu, Thomas Austré et d'autres. Et ouais, ça coûte un peu cher. Cyril Blanchard aussi. Cyril, si tu m'écoutes, Ouais. des bisous. Ouais. Ça coûte un peu cher. On n'est pas loin de 50 000 balles quand même. Au total, tout ce que ça coûte au total. Mais juste l'inscription en elle-même, l'inscription avec aussi le fait que tu dois payer le bateau, etc., c'est environ 10 000 euros. C'est Mais ça. donc oui, ensuite tout ce il y a pas que l'inscription au final, hein, mais donc oui, c'est un sacré budget. Mais donc souvent le fait que la plupart des personnes qui l'ont fait, l'enduroman, sont accompagnées par des sponsors en fait, et qui les aident pour ces financements. Euh,
Mais bon, pour trouver des sponsors, faut quand même que tu vois, faut se faire connaître avec un CV. En fait, on va pas venir me sponsoriser. Moi, Sarah, coucou, nageuse en maillot l'hiver à Marseille. Tu vois, enfin, ça marche pas comme ça. Donc je me dis, bah voilà, je vais essayer de faire les 42 kilomètres. Ça me fera déjà la petite ligne sur le CV sportif, tu vois, et ça me fera mon défi de l'année en eau libre. Euh, et gros défi, très gros défi personnel parce que tu vois, pour le coup, autant les 23 kilomètres, je savais qu'en m'entraînant, ça allait passer. Très honnêtement, j'avais pas trop de doutes sur le fait de finir. Je savais pas dans quelles conditions j'allais finir, mais dans quel état j'allais finir, mais je savais que je pouvais le finir. Là, 42 bornes, très honnêtement, je t'avoue, Hermano, que je me suis dit, je sais pas si je vais y arriver. Et ça m'a d'autant plus donné envie de le faire, tu vois, de me dire, ok, je vais vraiment dépasser les limites et voir jusqu'où je peux aller physiquement et mentalement, quoi. Et d'avoir un défi que t'es pas sûr d'arriver à atteindre, je trouvais ça ultra challengeant. Donc je me dis, allez, go, je commence à en parler à tout le monde. Donc, après, quand on parle à tout le monde, bah, c'est parti, hein, tu peux plus faire marche arrière. C'est ça. Et il s'avère qu'en fait, en pratique, hein, je vais être très très honnête, j'ai absolument pas mis en place les moyens de communication, de relais. Tu vois, j'avais une asso en tête, je l'ai pas contactée. J'ai pas fait des posts sur Instagram. J'ai pas fait toute cette partie de mise en avant du projet finalement, parce que très honnêtement, en fait, ça me prenait trop de place mentalement. Un, tu as un job. Deux, tu t'entraînes. Trois, tu as beau avoir toutes les bonnes envies et les bonnes intentions du monde, bah, on vit dans un monde qui va quand même à 2000 à l'heure, quoi. Comme je te comprends, mon défi Agrippa n'était pas à la hauteur de ce que j'aurais voulu communiquer, mais ouais, c'est aussi un point qu'il faut parfois prendre en compte quand on veut se lancer dans des défis comme ça, et qu'on n'est pas des aventuriers professionnels. On parlait rapidement de Thomas Austré tout à l'heure, qui est enduroman et qui vient de finir un beau défi, un beau L'Apex, challenge. incroyable. Mais on n'est pas dans dans les mêmes conditions, dans le même monde, et on n'a pas les mêmes moyens non plus. Donc, il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc, tu Non. n'as pas fait ce qu'il fallait faire, enfin, ce que tu aurais voulu faire, mais malgré Mm. tout. Ouais, non, mais et je complète ce que tu dis parce qu'en fait, tu vois, il y a quelques années, j'avais fait un défi où je te l'explique rapidement, mais j'avais voulu faire un marathon. J'adore faire des marathons. De toutes les disciplines, j'avais fait un marathon au rameur. Tu sais, le vrai rameur, genre la machine, la salle de sport. J'avais fait un marathon au rameur avec un copain pour récolter des fonds pour une association qui était la Fondation des femmes. Et j'avais organisé, du coup, j'avais un petit peu communiqué dessus. J'étais dans une box de CrossFit qui avait pu communiquer dessus. Et j'avais fait en sorte qu'on fasse le défi aussi de manière virtuelle, c'est-à-dire que les gens pouvaient prendre leur dossard et faire un don. Donc, le dossard était prix libre et tous les fonds allaient à l'association. Et pendant une période de 48 heures, on devait faire soit 42 en relais, tout seul, voilà, à 2, à 3, à 4, etc. Et nous, avec mon pote de l'époque, on faisait chacun, si on était tous les deux à côté, on faisait les 42, tu vois. Et donc, j'avais déjà une mini expérience, tu vois, du contact avec les assos, de la communication sur les réseaux. Mais à ma toute petite échelle, tu vois, j'avais monté le projet, je me souviens, en 2-3 mois, quoi. Et déjà, à l'époque, je m'étais rendu compte du taf que c'était. Et encore, j'étais bien entourée, tu vois, parce que j'ai mes sœurs qui sont graphistes, donc ils m'avaient aidée. J'avais quand même du monde qui avait structuré ça avec moi, dans ma famille et dans mon entourage. Mais je voyais déjà un peu le taf que c'était et que j'aurais dû me prendre peut-être 6 mois à l'avance. Et en fait, là, je me suis retrouvée avec les 42 et je me suis dit, mais Sarah, t'as pas appris du passé, quoi. Qu'est-ce que tu fais à te lancer là-dedans et à vouloir mettre ça en place toute seule? C'est pas possible, en fait. Tu n'arriveras pas sur cet aspect vraiment, comme j'appellerais ça, et recherche d'aide, que ce soit sponsor, financier, visibilité, on va dire. Surtout qu'en fait, à côté de ça, comme tu dis, j'ai un travail, je m'entraîne, que là, très clairement, l'entraînement pour 42 kilomètres, c'est vraiment pas rigolo. Moi, c'est pas Vraiment, 6 vraiment. km par semaine, non? Alors là, on est allé progressivement, mais ouais, j'étais sur une moyenne de 30 bornes quasiment par semaine, tu vois.
Je faisais des bicots 3 fois par semaine. Sachant que vu que l'idée était de nager en mer, il faut beaucoup nager. Il faut nager en piscine, certes, mais il faut nager en mer aussi. L'idée était de nager en maillot, donc il faut aussi prendre en considération que tu vas nager longtemps dans l'eau salée pour en revenir à la différence eau douce, eau salée. Qui dit eau salée dit frottement. Moi, t'as tout le temps des brûlures de partout. Tu as le soleil, tu as l'eau salée qui te fait gonfler. Donc, comment ton corps il va réagir, comment tu vas t'hydrater, parce qu'il faut encore plus s'hydrater qu'en eau douce, comment tu vas t'alimenter. Tu as tout cet aspect, en fait, en plus de gérer tes entraînements, ton taf, ta vie perso. En fait, tu dois aussi avoir l'aspect logistique, tu vois. Comment tu vas te ravitailler, qui va te ravitailler, combien de grammes de glucides par heure, combien d'eau, comment je peux ingérer ci, ça, comment je gère les méduses, s'il y a des méduses, comment je gère les courants, s'il y a des courants, comment je gère s'il y a un problème, qu'est-ce que je dis aux personnes qui m'accompagnent, est-ce qu'on contacte les autorités maritimes, terrestres, tu sais, il y a plein de choses à penser. Où en fait, j'avais le cerveau en feu, mais en feu. C'était la folie, la folie, la folie. Et donc, en effet, je suis pas allée au bout de mon idée au sens où j'ai pas pu développer le projet associatif et la communication de mon projet. Mais au final, je me suis dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais quand même je m'entraîne, je vais quand même faire ce que je veux faire. Et je t'avoue qu'en fait, ça a été assez compliqué sur la fin parce que arrivé fin août, je voulais faire mon projet donc en septembre pour m'entraîner l'été. Et arrivé fin août, je me rends compte encore d'une autre contrainte qui est tout simplement, comme tu dis, que l'eau libre, c'est un élément naturel hostile et qu'en fait, je suis tributaire des conditions météo et qu'en fait, j'ai pas de fenêtre météo pour y aller parce que c'est la mer, quand ça bouge, ça bouge. La mer, s'il y a des bancs de méduses, il y a des bancs de méduses. Et faire 42 kilomètres là-dedans, c'est compliqué. Donc déjà, je suis là, bon, ok, compliqué, pas de fenêtre météo. Je me rends compte que 42 kilomètres aussi, à l'allure à laquelle je comptais nager, donc 2 minutes au 100 mètres, ça me fait terminer, faire quasiment 3 heures de nuit. Je me suis jamais entraînée à nager de nuit. J'ai pas les dispositifs de sécurité. En fait, je suis là, mais Sarah, mais pas du tout, en fait. Donc, tu vois, c'était très flippant et j'ai été très frustrée, très triste à certains moments de ma prépa parce que vraiment la désillusion. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me suis dit, mais heureusement que tu as eu tout ça qui sont arrivés parce qu'en fait, c'est en le pratiquant, c'est en ayant fait ce projet que tu t'es rendu compte de toutes ces difficultés, en fait, à surmonter. Et il a fallu trouver des plans B, des plans C, des plans D, jusqu'au plan Z, qui a été le plan final que j'ai réalisé en début septembre, où en fait, je me suis dit, non, 42 kilomètres, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je ne peux pas nager de nuit 3 heures dans ces conditions. C'est infaisable. Donc, j'ai transformé le défi en j'essaye de nager le plus longtemps possible du lever au coucher de soleil. Tu vois, comme ça, au moins, on sécurisait sur l'aspect nager de nuit. Ok, bon bah écoute, et en plus là, plus trop de stress aussi, tu vois, au niveau logistique pour les gens qui devaient me passer mes ravitaillements, etc. Parce que ça implique de savoir exactement à quelle heure j'arrive au point A, à quelle heure j'arrive au point B, à quelle heure j'arrive au point C. Donc là, je me suis dit, tant pis, je nage non-stop de telle heure à telle heure et je fais des boucles, des allers-retours. Je reste sur un circuit que je connais. Comme ça, les gens peuvent se relayer. Et donc, c'est ce qui s'est passé, c'est que j'ai nagé, le programme était de partir des Catalans, donc du Cercle des nageurs, d'aller jusqu'au Prophète et de revenir. C'est un trajet qu'on fait assez régulièrement avec des copains nageurs. Et ça fait un peu moins de 6 kilomètres. Je crois que ça fait 5,6, 5,8 kilomètres. Selon comment tu nages avec les courants, etc. Donc, c'était assez facile, tu vois, pour bien timer les choses, pour qu'à chaque fois, j'ai des relais. J'avais un paddle qui devait m'accompagner, donc pour que j'ai le paddle qui puisse m'accompagner où les relais se fassent. Donc, voilà, c'était pas l'idée que je voulais de base, mais c'était faisable. Cette idée était plus réalisable au vu des conditions. Donc, j'ai dit, OK, parfait.
Et en fait, pareil, mais vraiment, la fenêtre météo n'arrive pas, Hermano. C'est-à-dire que tous les jours, à regarder la météo marine, tous les jours, du vent, de la pluie, des courants. Alors, je savais, tu vois, j'attendais pas la mer d'huile parfaite. Mais quand même, juste des conditions faisables, c'est-à-dire ne pas avoir 0,8 ou 1 mètre de vague, quoi. C'est clair. Tu vois. Et donc ça aussi, c'est des choses que je me suis rendu compte, c'est que la plupart de mes amis donc, qui m'ont aidé sur ce projet, tu vois, pour m'encourager, me ravitailler, etc., qui avaient envie d'être dispo pour le projet, ils me disaient, mais Sarah, faut que tu nous dises une date. Et je disais, mais je ne peux pas vous dire de date avant 48-24 heures, avant que ça se fasse. Une fenêtre météo, c'est OK, on a la fenêtre, on y va. On n'a pas le choix. C'est un peu comme en trail, ça arrive aussi très souvent. C'est comme ceux qui montent Voilà. l'Everest. C'est t'as la fenêtre météo et tu y vas ou tu y vas pas. Et t'en as qui veulent grimper l'Everest, ils restent 3 mois au camp de base parce que ils attendent que ce soit suffisamment safe pour pouvoir y aller, quoi. Exactement. Et ça m'a remis à ma place, tu vois. Je me suis dit, ah ouais, en tant que l'être humain, tu vois, des fois, on se prend un peu pour des surhommes dans notre petit monde de confort où on a tout comme on veut en un clic sur le téléphone ou sur l'ordinateur. Et là, ça m'a fait me dire, waouh, alors en fait, Mais là, vraiment la tout. mer, ah ouais, la mer, mais c'est elle qui décide, Sarah, c'est pas toi en fait. Tu vois, t'as beau t'entraîner comme une folle depuis 3 mois, t'as beau tout mettre en œuvre pour que ça se passe bien. Si la mère, elle est pas d'accord, elle sera pas d'accord. Et fort heureusement, un lundi de septembre, de début septembre, on a une fenêtre météo. Donc je le vois le vendredi. Et donc là, je commence à créer le groupe WhatsApp. Je commence à dire à tous les copains, c'est bon, on peut le faire, on peut le faire. Ça part lundi, les conditions sont OK. Donc pareil, là, tu vois, le stress en 2-3 jours de tout organiser, donc de mettre en place les relais, de savoir qui prend quel relais, de préparer tous mes ravitaillements, de contrôler que j'ai bien tout au niveau sécurité, comme je te dis, toujours une trousse de sécurité avec ta couverture de survie. J'avais des antihistaminiques si jamais on avait des bancs de méduses, parce qu'une piqûre ou deux, ça va, mais si c'est un banc, que tu te prends des œdèmes, c'est pas la même, tu vois. Donc de la vaseline, enfin tous les petits trucs pour les bobos, etc. Tout ça à gérer, tu vois, qui fait partie du projet sportif et aventurier que représentait cette nage du lever au coucher du soleil. Euh, et en fait, tout se dépatouille assez bien. Et le lundi, donc c'était le deuxième lundi de septembre, si je dis pas de bêtises. Donc, c'était il y a 15 jours là maintenant. Enfin, j'ai plus aucune notion pour te dire des dates. J'ai l'impression que c'était il Alors, y a 6 mois alors que c'était hier. le premier lundi de septembre, je peux te dire quand c'était. C'était le 1er septembre et avec Voilà. Jérôme, on était à Le Tilleux. Donc, c'était pas celui-là, mais Non, c'était le c'était 10. celui juste après, du coup. C'était la semaine suivante. Exactement. Oui, c'est ça. Et donc là, ce lundi-là, ça part. Donc je me mets à l'eau, je me mets là à l'eau à 7h, 7h30 à peu près. Et le but était de nager jusqu'à 19h30, si possible. Ou tout du moins jusqu'à que mon corps dise stop. Faire le plus de boucles possible. Donc j'avais prévu sur le parcours que je t'ai indiqué, j'avais calculé, ça me faisait faire 6 relais, 6 boucles. Mhm. Et donc en maillot, et l'eau était à 20 degrés. Voilà. Donc je pars. Les trois premiers tours, je savais que ça allait se faire, tu vois, parce que en soi, l'effort, je savais à quoi m'attendre. Je savais que j'allais tenir même à cette température, ça me faisait pas spécifiquement peur. Je m'étais entraînée aussi à manger et à boire, donc sur du 6-8 heures. Les 3-4 premières boucles, je savais que ça devait le faire normalement. Après, on n'est jamais à l'abri, hein, comme sur un marathon à pied, tout peut arriver, hein, mais j'étais assez confiante. Par contre, à partir du relais de 15h30, passé les 6-8 heures, là, c'était l'inconnu. Là, c'était on prendra chaque minute comme elle vienne et on verra. Et en fait, il s'avère que ça s'est super bien passé, en fait.
Ça s'est vraiment trop, trop, trop bien passé. J'ai réussi à m'alimenter tout du long, voire même, tu vois, je manquais de nourriture, j'aurais aimé manger plus. Mhm. J'étais bien, j'ai pas eu de douleur. Donc après, j'ai fait une prépa, une vraie grosse prépa. J'avais 2 séances de renfo d'1 heure et demie par semaine. Donc je m'entraînais, je bornais 30 km semaine pendant. J'ai fait 8 semaines spécifiques et avant, j'étais en moyenne à 20 bornes semaine, tu vois. J'avais tout optimisé au niveau du sommeil, de l'alimentation. Tout était carré, vraiment. Et ça a payé, en fait. Ça a Mhm. vraiment payé. Tu vois, j'ai fait le petit tour chez l'ostéo avant. Enfin, tout était calculé pour que ça se passe bien et ça a marché. Donc la nage se passe vraiment super bien. J'ai donc des copains qui se relaient sur le paddle pour me faire les ravitaux et j'ai aussi des copains qui nagent avec moi. Donc à chaque tour, j'avais à chaque fois une personne qui se mettait à l'eau et qui nageait avec moi de manière ultra bienveillante, qui faisait attention de voir si j'allais bien. Et à chaque fois qu'on revenait au cercle pour reprendre les ravitaillements et faire les relais, du monde qui encourage, du monde qui est là, bravo. Et ça booste, quoi. Et c'était génial. Et je me souviens, c'est vraiment une journée, une très belle journée, limite une journée d'été, tu vois. Il y avait un soleil incroyable, les couleurs étaient magnifiques dans l'eau. Et puis, ouais, j'étais avec une team de potes, mais ils étaient géniaux, quoi. Ça se sentait, enfin, ils me donnaient une énergie, tu vois. Et en fait, c'est ça que j'adore dans ces défis. Pourquoi je fais ces trucs-là? C'est, ouais, me dépasser, mais me dépasser avec les autres et créer des moments de vie, tu vois, des souvenirs qu'on va partager ensuite et qu'on va écrire ensemble. On va s'en souvenir toute notre vie de cette journée tous ensemble, tu vois. Et au final, ça se termine plus tôt que prévu. J'arrête de nager à 18h36. J'ai nagé exactement 11h06. Parce qu'en fait, au bout le dernier tour, c'est Anouchka qui prend le relais. Donc, Anouchka Dreux, ma coach et amie qui fait de la swimrun, du coup. Euh, et là, je lui dis, Anouche, je commence vraiment à fatiguer. Musculairement, je commence à fatiguer un petit peu. Et surtout, je commence à sentir le froid. Tu vois, on a fait la petite parenthèse en début de podcast. Je connais mon corps, je connais cette sensation et je commence à pas être très à l'aise au niveau de mes extrémités. Je commence à être plus très lucide, à avoir des moments euh, de petits blackouts. Tu vois, ça dure pas longtemps, mais quelques secondes. Je me rends compte aussi que je commence à dissocier. Enfin, mes mouvements sont ce que je demande de faire, ce que mon cerveau demande de faire à mon corps. C'est pas ce que je fais en réalité. Tu vois, je commence à avoir mes bras qui nagent plus comme je devrais nager. Et donc je dis à Anouchka, je dis honnêtement, on va pas repartir pour une boucle, on va pas repartir au prophète. On va rester à proximité du cercle. Donc on a une digue en fait à côté du cercle. Et je dis on va à la digue et on fait des allers-retours parce qu'au moins si ça va pas, on peut rapidement rentrer. Donc tu vois même ça en fait, j'avais cette conscience de me dire ok prudence et c'est bien de le rappeler à tout le monde vraiment n'en faites jamais trop, restez sécure surtout dans l'eau vraiment. Et il arrive un moment où vraiment je commence à avoir froid, où j'arrive plus à m'alimenter en fait aussi. Ça fait une bonne demi-heure que j'arrive plus à m'alimenter. Et là je dis ah non mais faut qu'on rentre, faut qu'on rentre. Donc sur le coup un peu déçue de pas avoir tenu tu vois jusqu'à 19h30. Mais là je sais que je suis allée au bout de ce que je pouvais et je pense que si on aurait peut-être pu continuer, mais je sais pas à quel prix tu vois. Parce que si je fais une hypothermie ou si je fais un malaise, quelles sont les conséquences derrière? Tu vois, j'avais pas envie de finir à l'hôpital de la Timone. Enfin, ça valait pas le coup, quoi. Donc, je pense que je me suis arrêtée au bon moment pour éviter de partir dans une blessure ou dans un risque trop important pour ma santé, tu vois. On saura jamais jusqu'où j'aurais pu aller, mais j'avais pas envie d'aller jusqu'à ce niveau-là. Et donc, du coup, je sors de l'eau à 11h06 d'effort. Et environ, alors à la montre, j'ai un peu moins de 35 km. Mais après, le GPS Garmin
pour moi, est peut-être un petit peu buggé. Moi, je pense que je suis plus à 34 km, 33-34 km, qui est déjà incroyable. Mais du coup, voilà, plus de 30 bornes, ça c'est sûr. Mais voilà, on va dire, ouais, j'ai quasiment nagé 35 km en 11 heures, quoi. Waouh. Attends, je te fais patienter juste 2 secondes. Il faut Oui, absolument que je fasse une pause technique. Mais vas-y, vas-y. ça te laisse penser à la suite. Ouais, pas de souci, vas-y, je te laisse. J'en profite pour boire un petit coup. Octobre, c'est un peu compliqué, ça. Excuse-moi, mais Pas de souci. j'ai trop bu ce matin et je pouvais plus. T'inquiète, c'est normal. Euh, Puis on parle, ouais, on donc, parle, on parle, donc presque 35 bornes, mais c'est un truc de malade. J'adore le long, mais alors en natation, j'ai pas encore passé le cap, hein, franchement. Et en plus, c'est même pas. Enfin, tu vois, il y a quelques années sur le podcast, on avait Stéphane Leca, qui est maintenant le directeur technique national de la Fédération française de triathlon, mais qui avant était directeur technique national de la Fédération française de natation, mais sur la partie eau libre, et qui est un grand, grand, grand nageur d'eau libre. Il a fait la traversée du lac Saint-Jean, il a fait des trucs de malade. Euh, Finalement, tu fais du long, mais tu pars d'un endroit et tu vas à un autre. Tu as un objectif, quoi. Là, tu as fait des boucles, quoi. Donc, en plus, mentalement, mais c'est un truc de malade. ouais, c'est pas facile. C'était pas facile parce que forcément, bah oui, tu le dis à chaque fois que tu reviens au point de départ, tu peux arrêter, quoi. Mais vu qu'on avait tout organisé avec les relais, donc j'avais des copains à chaque fois qui se relayaient sur le paddle et dans l'eau, euh, la journée, elle était rythmée, tu vois. Et je pouvais pas, en fait, m'arrêter. Enfin, je m'arrêtais que si je n'en pouvais plus, mais je pouvais pas juste me dire, oh, je suis fatiguée, je m'arrête. Bah non, il y a des copains qui ont posé leur journée, il y a des copains qui ont pris 2 heures de leur temps pour venir avec moi. Il y en a qui sont restés plus pour m'aider sur le pont, enfin, à me ravitailler. Enfin, bah non, impossible d'arrêter même en arrivant vers le cercle des nageurs, tu vois. C'est impossible. Non, non, puis je m'étais trop impliquée et donnée dans cette prépa. Franchement, ça a été une prépa incroyable. J'ai envie de... Tu vois, les prépas marathon à pied, c'est les prépas qui m'ont souvent le plus appris sur moi, sur mon dépassement physique, psychique.
Vraiment un peu type thérapie, tu vois. Je dis toujours à mes copains, franchement, si vous voulez vous économiser des séances de psy, faites une prépa marathon. Tu vois. Et là, ça allait encore plus. Je pensais pas que je pouvais aller encore plus loin dans la découverte de mes limites, de mon corps et de ce que j'étais capable de faire. Et cette prépa et la réalisation de ce défi, c'est encore un step au-dessus, tu vois. Ouais. Et vraiment, je suis très, très, très fière et très heureuse d'avoir pu réussir à faire ce plan Z, tu vois, parce que c'était pas du tout le plan A. Mais après coup, je me dis c'est que ça devait aussi se passer comme ça, tu vois. Et c'est pas plus mal que ça soit passé comme ça, parce que ça m'aura permis de déceler un peu tout ce qui me manquait pour faire les 42 aussi, tu vois. Je me rends compte que clairement, là, 10 bornes de plus, c'est énorme. Donc 10 bornes de plus, c'est à la même température, soit plusieurs mois, voire plusieurs années de travail sur la gestion du froid, soit la combinaison, tu vois, pour tenir, soit nager avec 2 degrés de plus. Ça fait quand même la différence. Mais il y a déjà ça, la prépa aussi, même si j'ai fait une bonne prépa, une très belle prépa d'eau libre. Clairement, faut rajouter 4 semaines, voire 5 semaines pour un 42 km. Ouais. Tu vois, donc ça me permet aussi de reconsidérer comment organiser ce projet. Et finalement, si ça avait été les 42 originaires, j'y serais sûrement pas arrivée, tu vois. Ouais. Et c'est pas grave parce que au fond de moi, je savais que c'était une possibilité de pas y arriver. Mais je suis contente, tu vois, que ça se soit fait comme ça. Je pense que tout arrive pour une raison et c'est très beau que ça soit fait de cette manière. Et finalement, ça fait que reporter le projet initial parce que dans l'idée, j'aimerais bien tenter les 42 l'année prochaine, tu vois. Donc, Ça reste quand même là. Avant de se projeter sur sur ce défi-là, donc tu as nagé en mer, dans la Méditerranée et surtout du côté de Marseille qui est un côté très salé. Ça fait quoi de nager pendant 11 heures et des patates, 35 bornes dans la Méditerranée avec le sel? Est-ce que tu as vu des méduses? Est-ce que tu as eu d'autres anecdotes à nous partager, mais aussi bien des bonnes que des moins bonnes, quoi? Alors, très franchement, je m'attendais à avoir beaucoup plus de séquelles, tu vois, physiques, justement avec le sel. Je sais qu'on gonfle avec le sel, surtout tu vois, pendant les 11 heures, j'ai pas du tout enlevé mes lunettes. Donc, je sentais au fur et à mesure que mes lunettes s'enfonçaient de plus en plus. Et je me suis dit, je vais sortir de là, je vais être bouffie, ça va être horrible. Et au final, j'ai pas tant gonflé que ça. Mais je pense que c'est aussi dû au fait que je me suis beaucoup, beaucoup hydratée. Oui. Pas suffisamment. Je pense qu'il faut aller encore plus loin. Tu vois, j'étais sur 1 litre et demi par boucle de 2 heures. Je pense qu'il faut aller encore plus loin, mais c'est déjà bien. J'ai réussi à maintenir ça. Donc ça m'a aidé, je pense. Le soleil, par contre, tu vois, ça c'est un truc, j'ai nagé en maillot. En fait, tu peux pas te remettre de la crème solaire dans l'eau, tu vois. Donc, ouais, clairement, j'étais rouge écarlate. Donc ça, c'est vraiment pas un truc que je conseille à faire. Hein. Pour la peau, c'est vraiment pas bon. Donc le post a été compliqué sur ça avec les coups de soleil. Et dans l'eau de mer en soi, j'avais pas de difficulté particulière avec l'eau salée, si ce n'est que tu en ingurgites pas mal. Donc j'avais peur en fait, si tu veux, à un moment donné que ça bloque au niveau digestif en ingérant trop d'eau de mer. Ça n'a pas été le cas. J'ai pas trop bu la tasse, donc ça allait. Mais par contre, après le défi, j'avais la langue euh, gonflée. Gonflée. Comme si j'avais plein d'aft. Ouais. Mais c'est parti en 24 heures à peu près, tu vois. Et pareil, en fait, il y a Un le avant, il y a le petit pendant et il y a le après. De quoi? un petit whisky, puis ça repart. Ouais, tu vois un petit coup, puis c'est pas mal. Ça anesthésie, quoi, la bouche, donc c'est pas mal. Non, mais en vrai, tu vois, je disais, ouais, t'as le avant, la prépa, t'as le pendant, comment tu gères ta course, et t'as aussi le après, en fait, qui est ultra important. Et ouais, j'ai bu à outrance, tu vois, pour me réhydrater, parce que j'étais totalement déshydratée. Ça, on s'en est rendu compte aussi avec ma sœur. En fait, j'avais vraiment la peau collée sur les os. C'est-à-dire, tu vois, tu sais que ça, tu pouvais pas le faire. Ouais.
Et tu pouvais pas tirer la peau de mon bras, alors que, comme tu vois, ça va, j'ai pas la peau sur les os, quoi. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, mais que j'étais vraiment, enfin, j'avais perdu de l'eau. J'aurais dû me peser, tu vois, le avant et après pour voir la différence. Ouais. Je pense que c'est assez impressionnant, à mon avis, la perte de kilos en termes hydriques, parce que clairement, tu perds quasiment que de l'eau, hein. Mais ça prouve à quel point tu te déshydrates de fou dans l'eau, tu vois. Et les gens, pareil, quand ils nagent, mine de rien, ils oublient souvent, tu vois, à l'entraînement ou quoi, de s'hydrater. Pensez à boire, parce que vraiment, on perd beaucoup, beaucoup d'eau. Ouais, sur la partie hydratation, ça fait vraiment pas beaucoup parce que déjà en triathlon, en course à pied, sur du long, sur du trail, sur du ultra trail, on te dit minimum 500 millilitres par heure, voire 1 litre par heure. Quand tu me dis 1 litre et demi par 2 heures, ça me paraît vraiment pas beaucoup, hein. Ouais, c'est pas énorme, je sais, mais tu vois, j'avais testé comme ça à l'entraînement et je voulais pas. On change pas le jour de Ah la non, course, tu vois. Donc il y avait de l'eau en plus, hein, au cercle, mais sur le paddle, on mettait pas plus et je buvais pas plus, tu vois. Mais en effet, ça c'est un axe de travail d'hydrater encore plus, parce que en effet, il aurait fallu boire plus, très clairement. Euh, Voilà. Et après, non, sinon, dans l'eau, franchement, qu'est-ce que j'ai? On a croisé une méduse. Moi, je l'ai pas vue, mais je l'ai sentie, du coup, parce que je me la suis prise. Mais une, donc en soi, je me la suis prise sur la jambe. Pas très ouais. grave, quoi. Et non, sinon, en soi, non, non, franchement, c'est toujours trop beau. Enfin, il y avait plein de poissons, donc moi, je me régale à regarder les poissons. Et, euh, et non, c'était magnifique. Enfin, c'est toujours trop beau. Moi, j'adore nager en mer. Je vois ma ville sous un autre œil, tu vois. Enfin, voir la ville depuis la mer en nageant, c'est quand même génial. Tu vois, je longe la corniche en fait pendant la journée, pendant que mes collègues ils sont au travail. Donc franchement, il y a pire, quoi. Et non, sinon pas de difficultés particulières autres, tu vois, relatifs à l'eau de mer, quoi. Ouais. Honnêtement, ça s'est très bien passé. Et au-delà de l'aspect mental, justement, dépassement de soi, aller chercher plus loin, une fois que ça commence à être dur, dépasser tout ça, etc. Qu'est-ce que ce défi t'a appris? À part ça, ça m'a appris, bah, comme je te disais, par rapport au fait que j'étais dépendante des éléments naturels, ça m'a appris la patience, ça m'a appris la résilience, euh, ça m'a appris à trouver des solutions lorsque je me retrouvais face à des obstacles et à chercher comment les contourner, comment voilà, avoir des plans B, des plans C, des plans Z. Parce que mine de rien, je voulais aller au bout du projet et qu'en fait, je me rends compte, bah, on trouve toujours une solution, tu vois. Faut pas être fataliste, faut pas être buté et se dire non, mais j'avais prévu ça comme ça et pas autrement, donc c'est comme ça ou ça se fera pas. Bah non, en fait, non. Si c'est comme je te disais, ça doit pas se faire comme ça, c'est que ça devait pas se faire comme ça. Et c'est à toi d'aller chercher des ressources et trouver des alternatives. Et une alternative, ça, finalement, tu vois, moi, j'avais l'impression d'avoir fait mon défi au rabais parce que je me suis dit, c'est pas du tout ce que j'avais voulu, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé, c'est pas ce que j'avais projeté, c'est pas ce que j'avais vendu non plus, tu vois, parce que mine de rien, j'en ai parlé autour de moi et je l'ai vendu mon truc, quoi, un petit peu, à mon petit cercle à Marseille. Et du coup, se dire, ah, mais c'est une déception, tu vois, genre, t'arrives même pas à honorer ce que tu veux mettre en œuvre pour toi et ce que tu prétends vouloir faire auprès des autres. Et en fait, je me suis rendu compte, bah non, pas du tout. Justement, c'est une sacrée preuve d'adaptabilité que de savoir rebondir et trouver des alternatives qui coïncident avec les contraintes que sont la mer, que sont ta vie perso, que sont les contraintes aussi voilà, des personnes qui t'entourent et de tout le projet initial, quoi. Donc, non, je suis super fière de moi, tu vois, encore plus sur ce plan-là que sur l'aspect physique. C'est vrai que j'ai beaucoup de copains qui sont là à me dire, Sarah, c'est incroyable ce que tu as fait. C'est incroyable sur le plan physique. Et moi, je suis toujours là à me dire, mais vous savez, si tu t'entraînes, tu peux y arriver. Ben, vraiment. Pas en un an, pas en 2 ans, mais c'est réalisable. Par contre, de réussir à se relever, à s'adapter, à rebondir, ça, il n'y a pas tout. Tu vois, même moi, il y a peut-être 2, 3 ans, j'en aurais peut-être pas été capable. Mhm. Et aujourd'hui, je suis super fière de ça. Je suis super fière de m'être accrochée au projet et d'y avoir cru
et d'avoir trouvé des solutions pour réaliser quand même ce défi. Tu vois. Ouais. Écoute, félicitations. J'étais sur ton Strava là, et donc ouais, la Garmin te donne 34 930 et c'était le lundi 15 septembre. Voilà. Joyeux anniversaire à ma fille, hein, parce que c'est le jour d'anniversaire de ma fille. Donc je n'oublierai pas cette date, Sarah. Je pourrais en parler, je n'oublierai pas quand est-ce que tu l'as fait. Écoute, c'est excellent. Mais tu l'as dit, tu vas pas t'arrêter là, parce que ton défi un peu au rabais qui est pas au rabais, il va quand même falloir que tu ailles jusqu'au bout, c'est ça? Ouais, dans l'idée, ça serait ça. Donc après, on ne sait jamais hein, ce qui peut se passer, mais l'idée, ça serait d'essayer de faire les 42. Ça, je dis toujours essayer, d'essayer de faire les 42 l'été prochain. Donc plutôt en juin, juillet, du coup, tu vois. J'apprends de mes erreurs, mais les jours sont plus longs, donc moins de contraintes sur le fait de nager de nuit. Et l'eau est plus chaude un peu aussi. De Ouais. quoi? Juin, juillet, plus de méduses aussi. Ça veut rien dire. On pourrait en discuter des méduses. Les méduses, c'est les courants qui te les amènent. C'est pas la température de l'eau. Donc non, tu peux avoir des méduses, des bancs de méduses en plein mois de décembre. T'inquiète pas, elles sont là aussi. Ah, bon, on a vu Donc, ça hein, quand on était à Le Tilleux, à Stockholm, avec notamment les gars de la Kebab League. On a nagé dans des bancs de méduses. Littéralement, on nageait dans les méduses, quoi. voilà, c'est ça. Donc non, franchement, la température, ça n'a rien à voir et je peux avoir des bonnes conditions en juin, juillet aussi. Donc ça serait l'idée, ouais, d'essayer de faire les 42 en juin, juillet et cette fois-ci, de sauter le pas du projet initial, c'est-à-dire que là, de prendre le temps de s'entourer pour voilà, représenter une asso et faire un peu plus de bruit, quoi. Donc sur les réseaux et dans la région. Et un petit peu plus professionnaliser ça au sens, tu vois, toujours avoir les copains parce que j'adore cet aspect d'aventure humaine. Vraiment, c'est important pour moi dans ces défis. Mais par exemple, tu vois, essayer de trouver un sponsor ou quelqu'un, une entreprise ou même payer un bateau, tu vois, pour par exemple être sûr que au moment où j'ai la fenêtre météo, en fait l'entreprise elle a pas, j'ai les skippers, j'ai le bateau à disposition et je suis pas dépendante des copains et de leur rythme de vie aussi, tu vois. Parce que c'est normal, j'ai des amis formidables qui veulent bien m'aider, mais forcément si on a une fenêtre météo le mercredi et que le mercredi c'est le cours de danse de leur fille ou la réunion ultra importante, ils peuvent pas sortir le bateau, tu vois. Et ça, par contre, j'ai pas envie d'être en stress sur ces points-là. Donc, je dirais aussi, tu vois, de voir pour un peu plus professionnaliser la logistique, tu vois. Donc, ça serait le projet. Écoute, on en reparlera en off. Yes, ça marche. Non, mais ce serait cool. Et puis en plus, l'avantage du bateau aussi, et nous, on l'a vu quand on était à Le Tilleux à Stockholm, à à notre petite échelle. Mais en fait, l'avantage du bateau, c'est que tu peux aussi embarquer du monde sur le bateau, des sponsors, des spectateurs, etc. Et le bateau, si tu fais des boucles, encore plus, mais si tu fais une ligne droite, un peu moins, mais si tu fais des boucles, le bateau, il peut aussi déposer et reprendre des gens. Ça veut dire que les spectateurs, les gens qui sont sur le bateau, qui t'accompagnent ou qui veulent juste venir te voir, te soutenir, ils ne sont pas obligés de passer la journée sur le bateau. Mais bon, ça, c'est des sujets, j'imagine, auxquels tu as déjà réfléchi. Oui, oui, c'est en cours. Après, c'est à rediscuter du parcours, voir si je repars sur le parcours originaire ou si je fais, comme tu dis, une ligne droite ou si je refais des boucles. Je sais pas trop encore ça. Je m'en occuperai, tu vois, en début d'année, en janvier 2026. Là, à la fin d'année, je lâche un peu tout ça. Je veux juste kiffer, faire du sport plaisir. J'ai aussi un petit marathon pour 2026 à pied, donc voilà, il y aura le marathon à pied et le marathon en eau libre. Ça sera des beaux projets pour 2026 et pour préparer la suite, on l'espère, avec l'Enduroman dans 2, 3 ou 4 ans. Excellent, excellent. Et puis c'est marrant parce que je suis toujours sur ton Strava et on voit que 2 jours après, tu es reparti courir, quoi. Donc, effectivement, tu es insatiable. Ouais, je vais faire un petit footing. Mais je te disais que tu te remets vraiment très très vite tu te remets vraiment très très vite au niveau physique. Je ne conseille pas forcément de faire ça parce que comme je te disais au niveau nerveux, par contre j'ai été bien impactée là aussi, tu vois. Ouais. Mais en fait, tu vois pour te dire, après la course ça a été très bizarre. J'ai eu une énergie folle.
C'est-à-dire que dis-toi, le soir même, je n'ai pas dormi. Ouais. Je n'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit et la semaine qui a suivi, j'avais une énergie débordante et j'ai eu le down la semaine dernière, tu vois, la semaine d'après. Ouais. Donc c'est pour ça que j'en ai profité pour, oui, 2 jours après, aller dans les calanques, courir, avec mon chien. Promener le chien, comme je dis. Ça fait partie aussi du défi. Enfin, tu l'as dit, hein, c'est gérer l'avant, gérer le pendant et puis gérer l'après, hein. Moi, j'ai cette image de l'Everest parce qu'on parle souvent de il, elle a gravi l'Everest. Ok, mais gravir l'Everest, ça veut dire aussi le redescendre. C'est pas juste en chier pour le monter, mais après il faut redescendre. Il faut redescendre de façon intègre si tu veux valider la performance entre guillemets. Complètement. Et dans tout défi, c'est pareil. Il y a la préparation, donc l'avant, il y a le défi, le pendant, et puis il y a l'après. Il faut savoir le gérer. Et c'est souvent là que le bas blesse. C'est vrai, tu as totalement raison. Et c'est là que c'est très important de l'anticiper, tu vois, et déjà de prévoir cette descente et dans le cas d'une course, le après, quoi. Non, Ouais. c'est vrai, totalement. Et puis de préparer ses proches aussi à l'anticiper parce que c'est aussi souvent dur pour eux. Souvent, ils te disent bon, bah voilà, c'est bon, tu as fait ton défi, maintenant tu nous lâches, on reprend une vie normale. Non, mais la vie normale, tu peux pas la reprendre tout de suite, quoi. Non, non, tu as besoin de redescendre. Écoute, Sarah, on arrive doucement à la fin, presque 1 heure et demie, on est pas mal. Ouais, le podcast s'appelle Devenir triathlète. Je vais quand même te poser la question. Toi, à ton avis, au regard de toute cette expérience, surtout en âge, mais tu as aussi fait quelques triathlons, on s'est pas attardé là-dessus, mais à ton avis, comment est-ce qu'on peut devenir triathlète, qu'on soit avant coureur, cycliste ou nageur, nageuse? Je pense que dès lors qu'on maîtrise déjà un des sports et qu'on aime être dehors, ça c'est bête, mais c'est des sports d'extérieur. À partir du moment où tu aimes être dehors et où tu en as déjà un, et pour peu que tu touches un peu à un second, moi je trouve que c'est bête de pas tenter l'expérience d'essayer les 3, tu vois. Jamais 203, c'est pas pour rien. Et franchement, c'est un sport tellement enrichissant, ludique, qui va te permettre dans chaque discipline de t'améliorer dans les autres disciplines. C'est tous les jours, aucun jour se ressemble, tu vois. Je trouve ça génial de pouvoir varier ta pratique. Moi, je suis une personne qui adore découvrir, qui adore faire plein de choses. Comme je dis souvent, je suis bonne en rien, mais touche à tout, tu vois. Et le triathlon, quand tu es curieux et que tu aimes bien toujours apprendre plus, c'est le sport, je pense, assez idéal parce que avec les 3 disciplines, tu peux jamais t'ennuyer. Tu peux toujours progresser, encore plus que dans une seule discipline, et tu ne peux jamais t'ennuyer. Écoute, je valide la réponse. Sarah, pour finir, et pour reparler un petit peu communication, où est-ce qu'on te suit, qu'on t'encourage, qu'on t'envoie des likes, éventuellement, qu'on dit l'année prochaine, je serai à Marseille pendant l'été, je veux bien venir t'aider. Alors du coup, il va falloir que moi aussi je commence un peu à m'y attarder, mais donc je suis sur Instagram. Il faut que j'ouvre mon profil, ça serait bien. Sous mon nom Sarah Malège. Vous pouvez me retrouver sur Insta et également pour tout ce qui est vraiment performance, on va dire sportive. Il y a le Strava, hein, donc avec mon nom aussi Sarah Malège. Voilà. Et n'hésitez pas sinon à me contacter directement sur Insta. Je répondrai en DM avec plaisir. Ouais, de toute façon, je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup, Sarah, de ton temps, de cette patate, cette énergie, cette transmission de plein de bonnes choses. Je te remercie vraiment beaucoup. Je te souhaite une bonne continuation. Tu vas nager là ce midi? T'enchaînes? Ouais, je pense que là, je vais y aller avant de retourner au bureau. Bon, écoute, je ferai un bisou à Jérôme aussi, si tu le croises. Oui. Merci encore, et puis à l'année prochaine, du coup. Oui, merci à toi, Hermano, et oui, à très vite. Ciao. Ciao, ciao.